Podcast La Première. La Première, 11h midi le samedi, bientôt à table. avec Sophie Moons. Bonjour à tous et les bienvenus à notre table du samedi. Une heure de gourmandise, décomplexée et de gymnastique maxillaire salvatrice. Oh là, Bonjour c'est Carlo. joliment dit. Bonjour Ah bah Sophie. oui, comment vont vos maxillaires vous Gymnastique maxillaire salvatrice. Ouais. Eh bien, ils vont bien parce que je les entraîne à plein d'activités sportives. Vous mangez voulez quoi? savoir lesquelles? Oui. Manger et puis d'autres Non choses. mais vous mangez quoi là maintenant à 11h05? Mais là, Julien Hazard, maître fromager affineur, affine lui-même sa tome à la bière jambe de bois. Et c'est ça qu'on déguste. Parfait pour le petit-déj. Alors nous parlerons, vous l'aurez compris les amis, de tous ces fromages affinés à la bière avec notre maître fromager préféré, Julien Hazard. Bonjour Julien. Bonjour Sophie. Alors effectivement, vous affinez vous-même une pâte absolument merveilleuse. Vous êtes venu aussi avec une production de Madeleine Hansen. Oui, la ferme du Vieux Moulin. Ouais. C'est un Qui fromage produit du herbe. type du Herve, Ouais. voilà. Donc, lavé avec la bière hervoise qui donne un goût encore plus spécial à ce fromage. Voilà, nous en parlerons. Nous parlerons aussi, Carlo, des bières. La planète brassicole ne cesse d'évoluer. Les bières artisanales font désormais de plus en plus parler d'elles. De nouveaux brasseurs complètement fous du Fourquet débordent d'audace. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous quitterons notre pays pour nous en aller découvrir ces nations qui comptent désormais dans le Landorno brassicole. Pour nous emmener, Monsieur David Source, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes grand spécialiste des bières, propriétaire d'une enseigne toute entière dédiée au divin breuvage, Beer Market. On est à la Louvière. Vous nous ferez découvrir cet univers encore méconnu. Vous êtes venu là notamment avec une bière allemande légèrement fumée, très particulière. Légèrement, non, bien fumée. Ah, bien fumée. Mais j'ai pas encore goûté quand même. Vous allez voir. Il est que 11h07 et puis Sophie nous n'a pas parlerons encore fumé la bière. de thon en boîte. Vos questions sont évidemment les bienvenues via le site lapremière.be, via notre page Facebook Bientôt à table La Première. Faites-vous nombreux fans, on a besoin de vous pour partager cette passion. Et puis par email bientôt à table en un mot sans accent @rtbf.be. Bientôt à table sur La Première. Carlo, vous savez que je vous aime beaucoup. Oui, je Je sais. vous aime tellement que je sais que vous détestez le thon. Non. Et que je vous ai demandé de nous pondre un petit papier sur les boîtes de thon avec dégustation obligatoire forcément. Parce que effectivement nous en avons tous dans nos placards de ces fameuses boîtes de thon. Mais pour autant on n'en sait pas grand chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans, la qualité, voilà. Je voulais qu'on fasse un petit point là-dessus. Déjà que la semaine dernière, j'ai dû faire 10 000 km pour investiguer sur la racine de lotus. Entre-temps, d'ailleurs, je remercie un ami restaurateur parce que j'ai regoûté une boisson dessert à base de graines de lotus. C'était pas mal. Et me voici dans l'océan Indien pour vous parler du thon en boîte. Mais comment, le thon en boîte? Ça vient de loin? Eh ben oui. Bah oui, La c'est plupart pas la du mer temps, du Nord, quoi. La plupart du thon, il vient de l'océan Indien. Et encore, on aurait plutôt tendance à se réjouir car le thon le plus courant dans nos boîtes, ce n'est évidemment pas le fameux thon rouge, mais plutôt le thon albacore qui est rouge aussi, mais c'est pas le thon rouge, c'est le thon en nageoire jaune qui abonde plus ou moins encore dans les latitudes tropicales. Ne nous racontons pas de salade avec le thon. Tadam. On va commencer par dire ce qui est personne ne réagit, c'est que encore aujourd'hui, la plupart du thon en boîte que tu peux acheter, c'est un produit tropical pêché par des gens mal payés, surgelé sur le bateau. La plupart du temps, pas toujours, surgelé sur le bateau et mis en boîte dans des usines dans le tiers-monde ou quand même en Europe. Et ce thon, même mort et en boîte à l'huile d'olive, il pose encore et toujours plein de questions sur la survie des espèces, sur la qualité sanitaire, sur son caractère équitable ou pas. Bon, alors on va faire un petit point. Oui. Qu'est-ce que contiennent nos fameuses boîtes de thon? Alors, vite fait, un point sur les espèces de thon. Le fameux thon rouge. Là, celui-là, on sait qu'il faut arrêter de le bouffer. On aimerait bien que les Japonais le fassent aussi. C'est pas pour demain. Le tinus, le thon rouge, que l'on trouve également, qu'on trouve beaucoup. Enfin non, justement, on le trouve plus beaucoup en Méditerranée. Ce thon rouge-là, on le met aussi en boîte, mais c'est très rare. Et plus cher Mais aussi. c'est très rare. Eh oui, et puis très cher. Mais c'est très cher, exactement. Et si on se contentait de pêcher ce thon-là juste à l'hameçon, eh bien, ce serait pas un problème, parce que c'est toujours ça le problème de la durabilité, c'est que ça dépend de plein de choses et de la méthode. Bon, le thon albacore, Tonus albacares. Eh bien, il est aussi rouge, mais on l'appelle thon jaune, d'accord? Oui. On l'appelle thon jaune ou thon à nageoire jaune. Son cousin, il y a des cousins, le thon listao, le thon obed, le thon skipjack. Le listao, c'est le moins cher du marché, le plus courant c'est aussi, ce qu'on non? Non, c'est pas le plus courant, Non. c'est souvent enfin, je sais, en statistique, franchement, je sais pas. Mais En tout cas, c'est le moins cher. en tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis peu,
la plupart des fabricants nous mettent l'espèce sur la boîte, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Avant, Donc c'était on a marqué soit thon. Albacore, soit Listao ou Bonite. Skipjack, Ouais. la bonite c'est le plus petit. Ouais. Alors il y a aussi le thon blanc quand même, ne l'oublions pas, parce que ça c'est finalement si on veut parler produits de terroir, machin, conserverie traditionnelle, ben, c'est le thon Germont, le thon blanc, c'est le thon L'Atlantique typique Nord-Est. de l'Atlantique et qui lui dont la vocation est de terminer en boîte. Alors c'est quoi la pêche durable? C'est une matière tellement complexe qu'on va pas s'en occuper aujourd'hui, mais en gros c'est pas que les espèces, mais c'est aussi les espèces, c'est la méthode de pêche, Bien sûr. la saison, et aussi, franchement, pour moi, c'est de savoir si les gens qui font le boulot sont vaguement payés, ont des conditions de travail acceptables. Parce que la durabilité, sans la durabilité sociale, pas très intéressant. Là-dedans, un label qu'on peut épingler, le fameux MSC. Ce label, on peut le critiquer, mais en attendant, pour le poisson pêché en mer... Donc c'est un label de pêche durable. Oui, D'accord. alors, il est contestable, il est parfois contesté, mais on a vu des labels MSC être retirés. Donc ça veut dire que c'est pas acquis D'accord. pour la vie. Mhm. À côté du label MSC, il y a le AFC pour l'aquaculture durable. Alors, question Sophie, le thon durable, au final, ça existe ou pas? Eh bien, il n'y a pas de réponse absolue quant à la durabilité de telle ou telle espèce de thon, on vient de le dire. La prudence impose de dire que toutes les espèces à des degrés divers sont menacées. Mais alors, quelle boîte de thon, vous allez me dire? Bah oui, parce que là, j'y comprends rien. Parce que moi, Ben voilà, bon, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps ouvrir une petite boîte de thon comme Petite ça. boîte de thon. Non, mais c'est vrai. Mais quoi, plutôt thon Albacore, plutôt Mais non, le d'office. Listao? Qu'est-ce que finalement, Non, c'est quoi le d'office- meilleur? Non, le Listao, Albacore, on s'en fout, mais surtout pas Bah, le thon si. rouge. Non, il y a pas... Ce qui compte, c'est de savoir si ce thon qui a été pêché, il a été fait dans des bonnes D'accord, conditions mais au niveau de du goût, durabilité. au niveau C'est du pas goût. l'espèce ne changera pas. Mm. Au niveau du goût, certains disent que l'Albacore, là aussi, c'est la qualité du morceau, c'est la qualité du traitement, c'est le fait que l'huile d'olive soit extra vierge ou pas. C'est ça Ah qui oui, va d'accord. faire la différence. Mm. Qui sont les gros acteurs? Il y a Bolton. C'est des Italiens, et avec les marques Rio Mare et Sopiquet. Il y a Thai Union avec la marque Petit Navire. On se douterait pas qu'il y ait des Thaïs là derrière. Hein. En Belgique, nous avons aussi la marque Impériale. Vous allez me dire, c'est simple, on achète des boîtes de thon avec un label. Dites-le moi. Ben oui, on achète avec un label. Ben oui, sauf que le label MSC, de nouveau on l'a dit, c'est très rare. Le pourcentage de boîtes avec dessus un label, c'est super rare. Et comme par hasard, si vous cherchez des produits premier prix en grande surface, même les grandes surfaces qui disent « Nous, on n'a plus que du poisson durable, nous, on fait tout bien, etc. » Vous regardez dans les rayons, tout ce qui est premier prix, il n'y a rien, il n'y a pas de label. Ou bien des labels un petit peu plus foireux. Alors, du MSC, il y en a sur le Sheba au thon. C'est pas une blague. Mais non. Mais si. Mais ils sont contents, nos petits minous, alors c'est Oui, chouette. cela dit, il n'y a pas beaucoup de thon dans le Sheba Ouais, au il y a thon. du- hein. enfin, évidemment, pourquoi pas du thon durable dans la bouffe des animaux, parce que Mais c'est un marché la colossal. durabilité, exactement. C'est pas tout- c'est- Mais enfin, c'est vrai que du coup, en tant que consommateur, c'est à nous aussi de vérifier Mais tout oui, ça. c'est ça. Et alors, le thon Rio. Alors, Rio Mare font un thon pole and line, c'est-à-dire C'est quoi, pêché à la canne, donc pas Ah, pêché, d'accord. pas pêché avec ce système, avec le système. Et c'est marqué dessus? Oui, c'est et alors celui-là, il a la mention MSC. Après, c'est un peu le règne de l'auto-certification. Ouais. Il y a beaucoup d'industriels qui disent de manière proactive, nous autres, on va faire bien, mais ça se passe pas si bien que ça. Et regardez toujours, quand vous faites une recherche là-dessus, regardez toujours ce que dit Greenpeace et ce que disent les industriels. Peut-être que la vérité n'est pas forcément toujours du côté de Greenpeace, mais simplement, en général, quand ils se font bien dézinguer comme Petit Navire l'année dernière, parce on les accusait d'employer des DCP, c'est-à-dire des trucs qui font que les poissons, qu'on regroupe tous les poissons pour en choper un maximum, et on fait aussi des tas de prises accessoires sans intérêt. Eh bien, du coup, ça débouche sur des déclarations très volontaristes de la part des industriels qu'on accepte, parce Bien que je trouve sûr. que c'est bien qu'ils le disent, mais après, on y revoit, parce que par exemple, Petit Navire, Thai Union, ils ont dit, pour 2020, 80% de notre thon sera MSC. Et donc, D'accord. on est encore très On a très encore loin du 3 ans. compte. Alors, dernier point, est-ce que c'est bon pour le corps? Oui, bah oui, je parie qu'il y a plein d'oméga 3 là-dedans. Mais non oui, il y a plein d'oméga 3, Ouais. et surtout, les nutritionnistes vous diront des oméga 3 à longue chaîne, Ah oui. qui sont encore meilleurs pour ton Ouais. cerveau, Sophie, que... Mais il va bien. Mais je Et le vôtre sais. Mais ils sont encore meilleurs que les oméga 3 végétaux. Mais attention, le thon, sa particularité, c'est que c'est un peu un des derniers dans la chaîne Ouais. alimentaire. Donc, il mange le gros poisson, qui a mangé le petit, etc. Concentration. On peut trouver des concentrations de mercure plus élevées dans le thon. C'est pas alarmant. C'est pas alarmant. Donc, il faut pas être, ne soyons pas alarmistes.
Simplement, à consommer régulièrement comme source d'oméga 3. Mais franchement, le message en tant que Bientôt à table, qu'on va dire, c'est prenez des produits certifiés, sérieux, et des produits de qualité, et tant qu'à faire avec une huile d'olive extra vierge, c'est encore meilleur. Voilà, c'était un petit point bien nécessaire, je pense, parce que c'est vrai qu'on aime bien tous, quand on n'a pas envie de cuisiner. Produit de placard. Exactement, Mais même dans une petite pâte. Et là, vous nous avez mis, on va mettre sur le site lapremière.be pas mal de recettes, dont sinon, celle de salade de thon, mayonnaise, wasabi et petites pommes de terre. Ça me plaît bien, ça. Mais avec du citron vert. Oh, magnifique. Voilà. Magnifique. Allez, un peu de musique, les amis. Poum, qui es-tu? Et juste après, nous parlerons bières et fromages affinés à la bière. Que du très bon. Je te vois d'en face, dans tes draps, perdu dans un rêve. Ce n'est pas les basses du boulevard qui grondent sans trêve, et lascive sur le lit. Tu m'excites, je dérive et m'invite dans ta vie. Et je rêve, et je rêve, et je rêve. Qui es-tu? Et je rêve, et je rêve, et je rêve. Qui es-tu? Je sens ton regard qui m'embrasse et je n'en fais rien. Je feins d'ignorer la terrasse d'où tu rêves en vain, et pensive sur mon lit. Tu m'excites, je dérive et t'invite dans ma vie. Et je rêve, et je rêve, et je rêve. Qui es-tu? Et je rêve, et je rêve, et je rêve. Qui es-tu? Vous écoutez La Première, poum, à l'instant. Qui es-tu? Il est l'heure de s'ouvrir les papilles, Carlo. Oui. Alors, nous sommes en train de déguster une bière allemande que nous a apporté notre spécialiste du jour, Daniel Source, du Beer Market. David. Je vous appelais comment? Daniel. Ça vous va C'est pas bien grave, aussi. c'est joli aussi. Je crois qu'elle mange trop de thon. Du Beer Market à la Louvière, qui est un spot complètement incontournable pour les amateurs de bière, parce que vous faites Ou qui découvrir... le deviendra, j'espère. Oui, et qui vous proposez toutes les biens de ces nouvelles nations brassicoles. Et il faut dire qu'aujourd'hui, en 2017, ça bouge beaucoup dans le monde. Entre les nations historiques et les nouvelles nations brassicoles, ça bouge beaucoup. Racontez-nous en quelques mots. Est-ce que vous l'observez au quotidien? Ah, je l'observe au quotidien et depuis quelques années, c'est-à-dire que j'ai toujours été passionné de bière. Ouais. Et comme tous les Belges, fatalement, j'étais passionné de bière belge, parce que finalement, c'est la seule chose qu'on nous propose. Et quand j'ai voulu m'intéresser aux bières étrangères, je me suis rendu compte qu'en Belgique, on n'en connaissait absolument pas, à part 2-3 marques industrielles. Un peu chauvin. Très chauvin. Ouais. En Belgique, on est chauvin pour rien, sauf pour la bière et maintenant, récemment, le foot.
Et quand j'ai voulu m'intéresser à la bière étrangère, j'ai pas eu d'autre choix que de voyager un petit peu parce qu'en Belgique, on n'en trouve pas, tout simplement. On considère toujours que la bière à l'étranger est beaucoup moins intéressante que notre bière à nous. Et ce n'est plus vrai aujourd'hui ? ça n'a jamais été vrai. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il y a deux types de pays brassicoles aujourd'hui. Il y a les pays historiques, comme la Belgique, qui ont une tradition multiséculaire, qui ont des styles. Il y a l'Allemagne, l'Angleterre, l'Écosse. Et il y a toutes ces nouvelles nations brassicoles qui n'avaient pas vraiment une grosse culture bière historiquement, plutôt le sud de l'Europe ou même l'est de l'Europe qui sont plutôt sur les boissons distillées. Et depuis 10-20 ans, il y a vraiment un regain d'intérêt du public et donc des brasseurs pour refaire des bières, des vieux styles disparus ou s'inspirer des nouveaux styles, des nouvelles tendances qui souvent viennent des États-Unis, qui sont un petit peu le pays à la pointe pour ce renouveau brassicole. Donc on a cette tendance maintenant à s'inspirer, peut-être parfois un petit peu de trop, je trouve. C'est le problème des modes. En général, c'est le mouvement de balancier. Si on est resté trop longtemps d'un côté, on va trop fort de l'autre. Et on s'inspire beaucoup des nouvelles tendances venues des États-Unis, car ils innovent. Alors justement, les États-Unis, nouvelle patrie des craft beer, les bières artisanales. Depuis, il y a eu la fameuse, le fameux boom des bières il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, avec notamment pas mal d'Américains qui brassaient eux-mêmes à la maison, et cet engouement de ces brasseurs barbus, comme vous d'ailleurs, qui ont créé des brasseries partout dans le pays, depuis le Vermont jusqu'à New York, etc., qui ont créé de nouveaux styles de bière, parce que les Américains devaient pendant des années se contenter de bières blondes et de bières européennes, quoi. Tout à fait. Début des années 80, bon, c'est un petit peu des chiffres, mais c'est important. Début des années 80, pour un pays aussi immense que les États-Unis, il restait une 50aine de brasseries, ce qui est vraiment rien du tout. Quoi, la chute vient de la prohibition ? Il y a eu un moment où ça a coulé ? Il y a eu la prohibition. En Belgique, il n'y a pas eu de prohibition. On a aussi perdu énormément de brasseries, donc c'était un phénomène un petit peu général de concentration. C'était comme la boulangerie, il y en avait une par village. Oh, et même plusieurs. Oui. Et il y a eu ces concentrations, ces rachats par les gros groupes, et petit à petit, les petites et moyennes brasseries ont tout simplement disparu du paysage avec une certaine uniformisation du produit, hélas. Et donc, années 80, pays de 300 millions d'habitants, plus que 50 brasseries et tout industriel et produisant essentiellement des pils. Et donc, on a vraiment cette image de la bière américaine, une pils, pour le dire crûment, on la qualifie souvent de pisse de cheval. Un truc blond, insipide, sans beaucoup de saveur, léger. Et puis, à partir du début des années 80, il y a eu vraiment cette nouvelle vague qui a commencé, plutôt côte Est et côte Ouest, souvent les régions américaines les plus ouvertes et les plus à la pointe, on va dire, à tout niveau. Et maintenant, ils en sont à plus de 5000 brasseries. Donc, en une trentaine d'années, vous voyez le nombre de nouvelles brasseries qui ont été créées. Mais quand on parle de craft beer, c'est encadré légalement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dépasser un certain nombre de volumes d'hectolitres produits. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire craft beer ? Il y a 3 grandes règles pour aux États-Unis être qualifiés de craft brewery. Donc, en termes de volume, X millions d'hectolitres, mais des millions d'hectolitres, c'est vraiment colossal. Bien qu'à l'échelle américaine, ça reste modeste finalement, mais tout est une question d'échelle. En Belgique, on produit grosso modo 15 millions d'hectolitres, si je ne dis pas de bêtises. Tandis qu'aux États-Unis, la limite pour être considérée comme brasserie artisanale, selon leur définition, c'est, toujours si je ne dis pas de bêtises, environ 5 millions d'hectolitres. Ah oui. J'aurais dû préparer les questions. Oui, d'accord. Non, mais enfin, c'est pour donner une échelle d'idée, quoi. Donc, petite brasserie là-bas, c'est un mastodonte pour nous. C'est ça. Et puis, ils doivent être indépendants aussi. Ils doivent être indépendants de tout actionnariat étranger et éviter d'autres ingrédients que le malt d'orge. Oui, c'est ça. Donc, pas d'arôme non plus. Ils peuvent utiliser des arômes, ça existe. Des épices. Ah, moi j'ai entendu que les arômes n'étaient pas tolérés. Les arômes ne sont pas tolérés dans les craft beer. Artificiels, bien sûr. Oui, bien entendu. Voilà. Donc c'est ça. Donc ces craft beer ont fait un boom fulgurant aux États-Unis. Malgré tout, il y a pas mal d'auditeurs qui nous disent avoir été sillonner le pays de l'oncle Sam et avoir vu beaucoup le Belgian style, donc les bières belges, un petit peu acidulées, ça peut être laigueuses, etc., qui ont été reproduites là-bas aux États-Unis. Ça se confirme, ça ? Mais en fait, les Américains ont 2 gros avantages. Déjà, la taille de leur marché qui est immense. Évidemment. Le marché américain, c'est le marché européen. Donc, une brasserie qui s'installe aux États-Unis, si elle arrive à passer les frontières de son État d'origine, va avoir un gros marché potentiel. Et deuxième gros avantage, ils n'ont pas vraiment d'histoire brassicole. Donc, s'ils veulent faire de la bière, ils n'ont pas d'autre choix que de s'ouvrir et de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, entre autres en Belgique. Du coup, on voit assez souvent des bières s'inspirant du Belgian style. Parfois, l'inspiration...
Il faut vraiment chercher. Ça peut être un petit élément. C'est par exemple le style des gueuses, des lambics, ça c'est reproduit là-bas? Là, il s'inspire vraiment pleinement d'un style. Oui. Mais on peut avoir un style très américain où il rajoute par exemple simplement de la levure belge, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais il n'y a pas qu'un type de levure pour faire de la bière. Il y a beaucoup de souches différentes. Et donc, ils peuvent simplement utiliser la levure belge dans une bière américaine. Et donc, on va parler un petit peu d'un style hybride belgo-américain. D'accord, Johan nous a envoyé un message cette semaine. New Belgium est une brasserie craft située à Fort Collins dans le Colorado. Et c'est une femme qui est à la tête de cette brasserie. Vous la connaissez ? Je ne connais pas la fondatrice personnellement, la New Belgium, vous la connaissez? J'ai déjà eu des bières de New Belgium. Voilà. D'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques mois dans un reportage de la RTBF, justement pour pointer du doigt ces inspirations que prenaient les Américains sur la Belgique. Et ils avaient même pointé le logo de la brasserie qui est simplement un petit vélo. Et ils s'étaient dit, tiens, est-ce que ce serait pas encore un clin d'œil à la patrie d'Eddy Merckx? Eh oui, patrie. Ah, quelle patrie quand même, la Belgique. Et puis New York, il y a une ville qui se développe beaucoup au niveau des craft beer. C'est New York, pas mal de brasseries sont installées désormais dans la ville. Tout à fait. Bon, après tout, New York, c'est jamais que la taille de la Belgique, donc c'est normal qu'ils aient pas mal de brasseries. Il y en a plus de 200. Donc proportionnellement, il y en a quand même moins à New York que chez nous. Mais la plus connue, ça va être Brooklyn. Voilà un bon exemple d'une brasserie qui a commencé dans les années 80 et qui a vraiment été une success story. Et qui est importée chez nous. Et qui a importé chez nous. Donc on en trouve de temps en temps. Et John nous dit, nous adorons aussi les bières en canette. C'est très culturel, la bière en canette. Ah, la bière en canette. Les étrangers sont plus ouverts que nous là-dessus. Chez nous, les bières artisanales, c'est plutôt en bouteille, même avec des bouchons en liège, etc. Là-bas, c'est la canette, c'est décomplexé, quoi. C'est ça. Alors que la canette, c'est un très très bon contenant pour la bière, en fait. La bière se conserve même mieux en canette qu'en bouteille. Oui, en voiture, je trouve ça plus pratique. Mais on boit pas en voiture. Mais c'est pas possible. Allez, c'est pour Carlo. rire. Voilà. Voilà, ça c'est pour les États-Unis. Vous êtes venu avec une bière américaine, racontez-nous. On a là affaire à quoi? Une bière qui nous vient d'où? Oh là, c'est typiquement américain, c'est de la démesure. Une bière titrant 12,7 et vieillie dans des barriques de whisky de seigle américain. Waouh! Très riche, très puissant. Je vais pouvoir vous en servir un petit peu. On va la goûter, parce que là, ce qu'on est en train de déguster, c'est une bière allemande, donc patrie historique de la bière. C'est une bière, alors vraiment, et je n'exagère pas, on a l'impression d'avoir sous le nez une saucisse fumée qu'on mettrait dans une choucroute. Mais non, elle est vendue comme ça, c'est la bière goût pipe d'Ardenne. Oui, la pipe d'Ardenne qui est donc une spécialité locale, d'où exactement? Spécialité des Ardennes, bientôt protégée par une IGP avec le saucisson d'Ardenne et le collier. Oui, mais exactement, mais c'est vrai qu'on a vraiment au nez, on a à plein nez l'odeur d'une saucisse fumée, hein. C'est assez particulier. Tout à fait, c'est une brasserie à Bamberg en Bavière et toutes leurs bières sont fumées, c'est assez traditionnel. Ça veut dire quoi? Ils vont fumer le malt ou ils vont le torréfier? Comment ça se passe? Le malt a été fumé, donc le grain, la céréale, avant de faire la bière. Maltage. Non, après maltage. Après maltage. C'est très très particulier, très allemand, j'ai envie de dire. Ça va faire plaisir aux Allemands qui nous écoutent. Non, mais c'est vrai. Pourquoi Parce qu'on a l'odeur là des choucroutes, on a cette odeur du pays. Enfin, moi, je sais pas, je me trompe peut-être. T'arrives en Allemagne, tu passes la frontière avec la Welkenrad. Tu sens ça sent le fumé. Pour les amateurs de gueuses et de crics, c'est un choc, quoi. Oui, mais c'est autre chose. Mais honnêtement, je trouve que voilà. C'est assez fin quand même. C'est assez fin. C'est pas trop fumé non plus. Non, pas trop fumé. J'ai quand même ce goût très fumé, très très présent. David Source, vous êtes le spécialiste. Vous en pensez quoi? Une bière comme ça, comment est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce que tu la bois? Évidemment. Tout ce que j'ai à la boutique, plaisir. je les goûte. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant, au style étranger, c'est de découvrir des goûts qu'on n'a pas l'habitude de croiser en Belgique. Donc ici, c'en est un, le goût fumé, qui n'est vraiment pas traditionnel ici. Ah non. Bien que parfois certaines petites brasseries maintenant osent essayer des bières fumées, justement en s'inspirant des bières fumées bavaroises. Mais il y a beaucoup d'autres goûts qu'on ne va pas retrouver en Belgique et qu'on peut retrouver dans des traditions brassicoles en Angleterre ou en Allemagne. Des goûts plus caramélisés, plus toffee, ou des goûts, certaines formes d'acidité qu'on ne va pas retrouver dans nos lambics et nos gueuses à nous. D'où l'intérêt de s'ouvrir à ces bières internationales. Exactement. Vraiment. C'est vrai qu'on est très local dans cette émission, mais c'est vrai aussi nous devons rester curieux de tout ce qui se passe aussi ailleurs. Alors, ce genre de bière très fumée, on pourrait l'associer à quel type de mets, par exemple? Du fromage? Oh, il y a vraiment l'accord ton sur ton qui... Mais tu sais quoi, avec une choucroute, on en parlait tout à l'heure, excuse-moi, je t'interromps. Mais est-ce que c'est pas justement trop... Mais il y a l'acide dans la choucroute. Ouais. Donc, tu imagines, tu as le bol, tu as l'assiette fumante devant toi, tu as la choucroute, tu te bois une lampée de cette bière fumée, et tu prends une bonne fourchettée de choux,
tu attends un petit peu, tu manges un morceau de saucisse, tu rinces avec la bière. Je pense que... Ou tu enlèves la saucisse de la choucroute Oui, et tu as une choucroute végane. Donc pour les gens qui voudraient manger une choucroute végane et avoir le côté Il faut salaisant, enlever la graisse, faut enlever la graisse dans la choucroute. Oui. la choucroute vapeur. Ouais. Des On a une lentilles réaction. avec saucisse de morteau. On a une Ouais, réaction, j'aime bien ça. une réaction qui nous parvient. Joël, qui voulait savoir, puisqu'on parlait de thon tout à l'heure, comment accorder justement le thon à la bière? Est-ce que l'accord peut se faire? Moi, j'irais bien sur quelque chose d'un petit peu acidulé. Le sujet du thon, c'est Carlo. Non, mais- C'est bon, Carlo j'ai n'est pas donné. objectif, il n'aime pas ça, mais franchement, on a le côté très gras du thon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait s'associer avec ce type de... J'aurais tendance à dire, ça dépend comment il est préparé. Mais bien souvent, le thon en boîte, parce que c'est de ça qu'on Ah, c'est parlait, une petite est préparé en salade, salade ouais. fraîche. Moi, je verrais bien tout simplement une petite salade bien fraîche en été avec une blanche épicée belge ou alors une blanche bavaroise justement qui ne peut pas être épicée, leur fameuse loi de pureté où on ne peut pas rajouter d'épices dans la bière, mais qui a quand même un petit goût fruité grâce à la levure typique des blanches bavaroises qui donne un petit coup clou de girofle, banane à la bière. Donc ce petit côté fruité banane, peut-être avec une salade de thon Pourquoi pas. un peu tropicale. Alors, je vais vous laisser nous servir cette fameuse bière américaine et je vais m'en retourner à notre fromager du jour, Julien Hazard. Alors, puisqu'on parle de bière, je vous avais demandé, tiens, au fond, est-ce qu'il y a énormément de fromages aujourd'hui affinés à la bière? Quel type de fromages en général sont affinés à la bière, Julien? Mais voilà, il y a 2 grands types de fromages qui sont affinés à la bière, surtout les fromages à croûte lavée, les pâtes molles à croûte lavée, donc les fromages avec une croûte rougeâtre, et puis tous les fromages à pâte pressée non cuite, les tomes, comme on va dire. D'accord. Et on peut aussi affiner des fromages à pâte persillée avec des bières. Par contre, croûte fleurie, donc type camembert, ça n'irait pas. Ça ne va pas car il y a le problème du croûtage, justement. D'accord. Et comment est-ce qu'on affine justement un fromage à la bière? Il y a des techniques différentes? J'ai entendu parler qu'on pouvait par exemple mettre de la bière au caillé. Est-ce que c'est... Voilà, mais ça, vrai, c'est assez rare, même très rare. Il y a quelques fromagers qui produisent des fromages de cette manière-là, donc où on va véritablement brasser le caillé avec de la bière, mais ça va changer de 1 la texture, de 2 la manière d'égoutter après, donc c'est quand même techniquement difficile et différent en production. Donc ça, c'est plutôt rare. Ce qu'on va utiliser plus souvent, c'est la méthode du lavage, et c'est pour ça qu'on revient sur ces croûtes lavées. Bien sûr. Ce sont des fromages qui doivent naturellement déjà être lavés avec une saumure, un mélange d'eau et de sel, pour former cette croûte de la bactérie lunens. C'est ça. Et donc, la bière va imbiber le fromage, c'est ça l'idée. Donc, ils vont prendre un mélange de bière et avec juste une éponge, on va frotter le fromage régulièrement. Ce qui va faire que on va humidifier la croûte, ça va imbiber, mais ça va très lentement rentrer dans le fromage. C'est ça, c'est subtil. C'est très subtil. On se dit pas on boit un verre de bière quand on a le fromage en bouche, mais ça va aromatiser, ça va complexifier le fromage. Cela dit, c'est une tradition, un savoir-faire qui est assez localisé vers le nord de la France, la Belgique. On trouve pas ça partout, des fromages affinés à la bière. Non, c'est vraiment fort local, surtout la Belgique et puis le nord de la France. Picardie, Nord-Pas-de-Calais, ce sont vraiment les pays où on va retrouver cette tradition. Pays de fromage à pâte molle et de bière. Et de bière, absolument. Alors là, vous êtes venu avec deux spécialités, racontez-nous. Voilà, j'ai amené 2 différents fromages. J'ai pris le premier, un fromage à pâte molle à croûte lavée qui s'appelle le Palais du Vieux Moulin, qui est produit à Bâtisse par Madeleine Hansen. Productrice de Herve au lait cru. La dernière, oui. Et donc, elle utilise la même technique que pour le Herve. Elle le moule dans une forme différente, un petit rond. Un petit palais. Et puis, elle va, après, à l'affinage, le laver à la bière hervoise pendant plusieurs semaines. D'accord. Ce qui fait qu'on va avoir une croûte qui est assez humide, plus fine, parce qu'on n'a pas utilisé de sel, et avec un goût qui va donner ce goût un peu levure, amertume, mais le fromage garde vraiment cette texture moelleuse. Ça, c'est la première technique. Ce sont surtout les fromagers, producteurs, qui affinent eux-mêmes des fromages. Et puis après, j'ai pris un fromage que nous affinons nous, parce qu'il y a beaucoup de fromages... Que vous affinez vous-même. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de fromagers affineurs qui utilisent des tomes et qui les lavent eux-mêmes à la bière, selon leur goût. Et donc, moi, j'ai utilisé la bière Jambe de Bois, de la brasserie de la Seine. Bruxelloise, brasserie bruxelloise.
On s'est rencontrés il y a quelques années, on avait participé à un concours et on s'est dit ce serait bien de faire un fromage belgo-belge avec de la bière belge, du fromage pas trop lait de Bruxelles parce que c'est produit à Soigny, la ferme du Bailly, donc au lait cru. Et donc c'est une tome assez jeune et nous la lavons régulièrement à la jambe de bois. Voilà, mais donc on produit de très jolies choses. Tout à l'heure, on donnera quelques petits coups de cœur. Un auditeur qui nous dit, moi, mon coup de cœur va à Jacques Quicange, qui est un célèbre fromager affineur à Stambruge. On va y arriver. Oui, mais on est en train de voir des trucs quand même. Et particulièrement son carré de tourpe. Voilà, carré de tourpe, c'est à la Moinette. Voilà, exactement. Et le Jacques Cric, qui est un fromage affiné à la crique de Cantillon. Mais ce qui était spécial pour la Jacques Cric, c'est aussi qu'il utilise un fromage au lait de brebis. Ouais. Donc Jacques Quicange, vraiment un collègue, et qui lui est spécialisé justement dans des préparations fromagères aux herbes. Mais alors il a 4 ou 5 fromages qu'il affine à la bière. Il y a la Bon Secours, c'est la bière de Bon Secours, la Jacques Cric à la crique, il y a l'Avenois à la trappiste aussi, la Chimay, non à la Chimay aussi. Donc il a vraiment cette spécialité de l'affinage à la bière. Alors on donnera tout à l'heure quelques conseils de dégustation. Là nous sommes en train de déguster la fameuse bière Made in USA. David Soers, notre spécialiste du beer market à la Louvière, très 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 particulière, très houblonnée. Moi je trouve qu'on a quand même pas très amer. Et alors racontez-nous. Alors, c'est quoi exactement? C'est même un peu sucré même. C'est assez sucré, donc c'est vraiment une grosse bière qui titre 12,7%. C'est vraiment fort. Oui, c'est fort. Et qui a la particularité d'être mûrie en barriques. Donc des barriques de whisky de seigle américain. Mais en nez, c'est très... Oui, j'ai un nez levuré, moi. Ça sent un peu les cachets de levure que mangeait ma grand-mère. On l'a en bouche, ce côté levuré, je trouve. Non. Ok. Peut-être. Et caramélisé aussi en nez. C'est assez caramélisé, ça l'est. Mais il y a quand même une petite amertume. Oui. Donc le côté houblonné vient plutôt sur l'amertume, pas trop les parfums et les arômes du houblon. Le fait que cette bière soit élevée dans ces fameux fûts donne un... C'est vrai que c'est unique à nouveau. J'ai rarement rencontré... C'est devenu unique. Ouais. Pendant des siècles, on a bu la bière vieillie en fût de bois avant qu'on invente l'inox. Mais ça s'est totalement perdu et donc le côté boisé de la bière avait totalement disparu au XXe siècle. Et donc depuis quelque temps, ça revient un peu et même Chimay, les fameux trappistes traditionnalistes viennent de sortir une version vieillie en barrique de leur bière. Ouais. Est-ce qu'ils utilisent pour la bière aussi des palais de bois comme on utilise parfois dans des copeaux? Ça peut se faire aussi des copeaux plutôt que la faire vieillir en fût, ce qui revient quand même plus cher. Certaines plus grosses brasseries, mais là normalement on quitte vraiment le monde artisanal, vont plutôt les faire infuser dans des immenses tanks en inox avec des copeaux de chêne. Voilà. Très très étonnant en tous les cas. Je veux dire, oui, étonnant, trop alcoolisé. Alors effectivement, le houblon, là je me suis gourée pour le coup. Surtout à 11h30. Non, effectivement. Mais c'est une bière que j'ai rarement goûtée. Enfin, moi j'ai jamais bu un truc pareil, mais il faut se l'imaginer avec quelques degrés de moins, parce que je précise aux gens qu'on boit vraiment ça en improvisant, sans gobelet, en ouvrant les bouteilles avec des clés. Un auditeur, Jean-Pierre, nous dit d'où l'utilité d'aller découvrir ces spécialistes bière ou vin d'ailleurs, des bières qu'on ne retrouvera effectivement jamais en supermarché. Alors elles sont des goûts très standards et bon voilà, on peut l'accepter. Mais si on veut les voir des découvertes, c'est chez vous que ça se passe, évidemment. Entre autres au beer market. Allez, on va s'offrir une petite pause pub les amis et juste après nous continuerons ce beau voyage brassicole. On ira notamment se balader en Italie et en France. 11h midi. Bientôt à table sur la première. Avec Sophie Moons. 11h41. Vous allez bien, Carlo ? Ça va. Non, je rigole. Ça va très bien. Carlo, je rappelle à nos auditeurs qui viendraient nous rejoindre que nous parlons ce matin du renouveau brassicole à travers le monde. On a été se balader aux États-Unis, en Allemagne, avec une bière extrêmement fumée. On a compris que si on voulait découvrir toutes ces bières si particulières, il fallait en revenir à ces artisans et à des spécialistes comme vous, David Soers, parce que c'est pas des bières qu'on va forcément retrouver dans la grande distribution. Puis on parlait aussi de fromages affinés à la bière avec Julien Hazard. Vous me disiez hors antenne, David Soers, je vous ai demandé, tiens, si vous deviez me parler d'une bière qui vous a laissé un souvenir incroyable. Et vous m'avez parlé d'un style de bière qui est assez connu dans les pays anglo-saxons, c'est l'Oyster Stout. Pardon pour l'accent. Le stout à l'huître. Bon, voilà, à la française, c'est mieux. Le stout à l'huître. Et à la moule, ils font quoi? Carlo. Non, mais alors, il y a une brasserie en Belgique qui en produit
produit une, à la frontière avec les Pays-Bas. Tout à fait. Avec des coquilles d'huîtres mis dans les brassins. Comment ça se passe? On fait infuser juste la coquille ou carrément la coquille avec la chair. Ah oui. Donc ça se fait plutôt dans les bières toutes noires, les stouts, style britannique s'il en est. Donc la seule connue en Belgique, pour donner un point de comparaison, ça va être la Guinness en Belgique. C'est très torréfié, ça. C'est très torréfié. La Guinness ne l'est pas trop parce que c'est vraiment le stout industriel qui n'est pas le meilleur ambassadeur du genre. Mais normalement, c'est très torréfié. Ça peut tirer vers le café, vers le chocolat noir amer. Et donc, traditionnellement, dans plusieurs pays anglo-saxons, on accorde le stout, ou le porter, c'est un nom synonyme de stout, avec des huîtres ou même d'autres fruits de mer. Et donc, plusieurs brasseries se sont dit, tiens, on va les mettre dedans. On va les mettre dedans. Et donc, ils les font infuser dans la bière, à froid, ou en les faisant bouillir. Chacun sa technique. Et on ne retrouve pas le goût de l'huître dans la bière, mais on retrouve vraiment le côté iodé. Et donc, on a cet accord torréfaction iodé, et ça se marie assez bien. Mais donc, en effet, quand je parle aux clients ou à des connaissances d'une bière à l'huître, en général, les gens font des gros yeux. Puis ils goûtent et ils se disent, ouais, finalement, c'est pas si mal. C'est un peu comme sauce d'huître. Oui, alors... Mais quand tu produis la bière à l'huître et tu mets l'huître, il y a le jus de l'huître aussi qui se mélange à la bière. Ça va pour la production? Oh, si tu mets l'huître entière, ça veut dire qu'il vaut mieux le mettre à l'ébullition. Pour quand même désinfecter le machin, sinon tu vas avoir de drôles de fermentation, à mon avis, dans ta bière. Ah oui, on a quelques réactions d'auditeurs. Mon Dieu, quelle horreur! Une bière à l'huître. Non, mais, il faut goûter. Non, mais je pense qu'effectivement, l'idée de mettre l'huître entière est un petit peu étonnante, mais juste la coquille d'huître, on peut imaginer effectivement ces arômes iodés avec le côté torréfié qui peut être assez intéressant. Et d'ailleurs, ce sont souvent des bières que l'on associe avec des plats de gastronomie, aussi très, très souvent. On en a déjà parlé dans cette émission. Alors, on parlait effectivement de toutes ces nations émergentes dans le domaine de la brasserie. Plus étonnante, l'Italie. L'Italie, ça bouge beaucoup aussi. Alors, c'est fini le règne de la fameuse bière qu'on buvait, vous savez, sur la plage, la Peroni. Moi, j'aime bien la Peroni. La Moretti. C'est très bon. Non, mais toutes ces bières, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est que voilà, on les connaît tous. Mais voilà. C'est ça. Ça bouge beaucoup en Italie. Il y a une série de brasseurs qui se développent, de petites brasseries. Énormément, des centaines. Et donc, en fait, l'Italie fait partie de ces nouveaux pays brassicoles. Donc, des pays qui n'avaient pas vraiment une riche tradition brassicole dans le sens où ils n'avaient pas beaucoup de diversité. Non. Dans le nord de l'Italie, ça fait beaucoup de bière, mais peu de diversité. C'est pas récent qu'on boit de la bière. Il y a tout cet héritage germanique, autrichien, et donc il y a cette culture de la bière aussi, surtout dans le nord de l'Italie. Et là, depuis peut-être une vingtaine d'années, il y a ce renouveau, pareil, et cette ouverture aux autres styles, aux influences belges, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de brasseries italiennes qui vont s'inspirer de l'Allemagne, ou alors, c'est la grande nouvelle tendance, on en parlait tantôt, des styles plutôt anglo-saxons, britanniques, américains, les fameuses IPA, les bières très houblonnées, très parfumées. Et il y a déjà un truc qui est obligatoire quand tu manges une pizza en Italie, c'est de boire une bière. C'est ça. Ça ne se fait absolument pas en Belgique. On boit plutôt un verre de vin rouge. En Belgique, on dit, je suis dans un restaurant italien, je bois du vin. Mais en revanche, en Italie, on te demande, tu veux une moyenne ou une grande? C'est ça. On ne demande même pas si tu veux du vin. Alors, il y a Michel qui nous dit avoir goûté la fameuse Trefontane, une bière trappiste produite à Rome, avec de l'eucalyptus, il me semble, non? C'est une abbaye trappiste qui est réputée pour ses productions, pas que bière, parce que c'est assez récent la bière, ses productions d'eucalyptus, des bonbons, du miel et que sais-je encore, du savon, je pense. Et donc, comme ils ont vu qu'en Belgique, les bières trappistes, ça se vendait assez bien, ils se sont dit, tiens, on va aussi en faire. Copieur, c'est moine. Évidemment, ils ont mis de l'eucalyptus dedans, vu que c'est un petit peu leur marque de fabrique dans cette abbaye. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, perso, je suis pas très, très fan. Mais on peut en trouver. Moi, par exemple, j'en ai pas. Parce que j'ai la règle, si j'aime pas, j'en ai pas en magasin. C'est simple. Clair. Comme ça, c'est clair. Mais pour ceux qui voudraient la goûter, ça se trouve, parce que c'est trappiste, donc ils ont un bon réseau de distribution, ça se trouve, par exemple, chez Deleuze. D'accord. Mais ça, je savais pas. 4,99 la bouteille. Comme ça, vous savez tout. Ils en ont en ce moment chez Deleuze. Arrêtez-moi si je m'arrête, si je me trompe, mais il y a une trappiste produite aux États-Unis, il me semble. Il y a aussi une abbaye trappiste aux États-Unis depuis quelques années, la Spencer, qui eux produisent plusieurs bières et qui vont tantôt s'inspirer des bières trappistes typiques belges, donc blondes, plus maltées, assez rondes, un peu sucrées, ou faire leur style typique américain.
Jean-Pierre nous dit avoir fait un tour d'Italie à travers toutes les microbrasseries. D'après ses informations, il en existerait plus de 500 aujourd'hui, donc c'est pas mal. Et il s'est délecté d'une production de Théo Musso, qui est dans le nord de l'Italie, me semble-t-il. La brasserie Baladine. Je pense qu'il a d'ailleurs été formé par des brasseurs belges de la brasserie de Pipet. La brasserie à vapeur, tout à fait. Ouais. Vous êtes bien renseigné, dites donc. Non mais oui, j'en ai déjà parlé, mais effectivement, donc et des brasseurs belges qui vont coacher comme ça des Italiens, c'est quand même pas mal. Donc nouvelle patrie des bières. Il y a aussi la Scandinavie qui se développe au niveau des microbrasseries. Hein. Oh, il y en a plein. Sincèrement, je pense qu'on pourrait citer un petit peu toute l'Europe en fait. Il y a énormément, on n'y pense jamais. Même les Bretons font de la bière. Ah, les Bretons. Oui. Ouais. Il y a des microbrasseries en Bretagne. Quand vous allez en Bretagne, énormément. Mais la France en général. Oui, ça se développe. Tout n'est pas exceptionnellement bon. C'est pas parce que c'est micro que c'est bon. C'est ça. Artisanal ne veut pas dire qualité, toujours. C'est une façon de produire, l'artisanat, c'est une philosophie. Tout n'est pas toujours très bon, mais il y a des choses intéressantes. Donc, j'ai qu'un conseil à donner, soyez curieux, osez tester et trouvez vos pépites. Quels sont pour vous, quel serait par exemple pour vous le pays à découvrir en priorité si on ne connaît pas l'univers des bières, qu'on veut sortir de la Belgique? Que entre guillemets la bière belge, qui est déjà pas mal. J'aurais tendance à dire tout simplement les États-Unis. D'accord. Parce que finalement, c'est là où on a le plus de choix. Et comme on disait tout à l'heure, ils ont été obligés de s'inspirer des styles étrangers. Et ils ont toujours cette tendance à vouloir chercher des styles un peu oubliés. Par exemple, vous parlez souvent de la Cantillon. Mais les vieilles gueuses sont revenues à la mode en Belgique grâce aux Américains. Parce qu'ils se l'arrachaient. Oui, c'est eux qui se l'arrachent. Si vous faites un sondage, moi je fais ça souvent, je fais goûter à des gens, pas à des gens initiés, à des gens, j'ai envie de dire, guillemets, normaux. On fait goûter des gueuses type Cantillon, les gens n'aiment pas. La gueuse n'est pas prophète en son pays. Elle redevient. Ça redevient maintenant. Oui, ça redevient parce qu'ici, nous, on est sensibilisés. Mais au quotidien, moi, je me souviens, j'ai fait goûter ça aussi à des Français. Un jour, des Français du Sud-Ouest qui étaient venus dans le cadre d'une animation slow food chez nous. Et je leur ai fait goûter de la crique Cantillon. Et il y en a un, il m'a regardé, il dit, ça se vend, ça, chez toi? Ça se vend, vraiment? Mais non, donc voilà, c'est pas si facile que ça. Mais ça peut pas s'appeler gueuse aux États-Unis. Ces bières un petit peu acidulées. Ça pourrait. Ah oui. Certains le font. Parce que gueuse n'est pas un terme protégé. C'est pas protégé, STG. Ce qui est un peu protégé, c'est le terme vieille gueuse ou de gueuse. Où là, il y a quand même un petit cahier des charges. Mais par exemple, le représentant le plus emblématique des gueuses, Cantillon, ne se fait même pas appeler vieille gueuse. Si vous achetez une bouteille de gueuse Cantillon, il n'est pas écrit vieille gueuse. Après, ça reste très très bon, mais ça c'est des accords entre brasseries, entre lobbies presque. Voilà. Alors on va en venir peut-être à nos fromages affinés à la bière. Patrice nous envoie un petit message depuis Lille où il nous écoute via le site lapremière.be, bravo, et il nous dit se délecter régulièrement du vieux Boulogne, qui est, j'imagine, un fromage affiné dans le nord de la France? Dans le nord de la France, absolument. Ça ressemble au vieux Lille, au maroilles. C'est dans ce style-là. C'est affiné, je ne sais pas précisément avec quelle bière, mais ça donne un goût assez puissant. C'est un fromage corsé. Hein. Oui, c'est ça. Ça a du caractère. Alors, ces fromages affinés à la bière, ils offrent quoi au palais de différent d'un fromage, du même fromage qui ne serait pas affiné à la bière? Il y a ce côté amertume, il y a quelque chose qui va laver les papilles peut-être aussi? C'est surtout ce côté peut-être un peu plus de caractère, la croûte qui va être comme ça un peu plus grasse, le côté levuré un petit peu, et puis cette amertume, mais aussi parfois ce côté épicé qu'on retrouve dans certaines bières, et quand on lave par exemple avec des bières qui ont un peu plus de caractère, eh bien on va donner quand même le goût de la bière également. Johanna nous envoie un petit message. Faux! Il existe des fromages affinés à la bière en Italie, le Dolomitico. Vous connaissez? On a dit qu'il n'y en avait pas? J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Ah oui, non, mais on a peut-être dit que c'était plus axé en tout cas sur la France et la Belgique. C'est en plus le Dolomitico, c'est un fromage assez spécial. On est à Trévise et c'est un fromage à pâte persillée. Et donc en plus c'est c'est un fromage qui est lavé à la bière double malt. Donc et ça donne ça va être puissant cette affaire. C'est parce que c'est du lait de vache, mais c'est un fromage à pâte persillée assez subtil. C'est pas très persillé. C'est gras et lisse comme un gorgonzola ou c'est un peu crayeux comme C'est un peu plus crayeux. D'accord. Et donc parce que sinon ce serait difficile. Donc il faut que ce soit assez crayeux, pâte un peu plus ferme, et puis c'est la croûte qui est lavée avec ce double malt, cette bière double malt à Trévise.
Voilà. Oui, nos auditeurs sont quand même Ils sont très Très au courant. attentifs. Oui, oui. C'est Nous formidable. avons les meilleurs auditeurs du monde. Évidemment. Il faudrait qu'il y en ait un peu Bien plus. éduqués. Mais comment Encore plus, qu'on Encore soit plus, encore plus parce qu'il y en a gourmand. déjà Voilà. énormément. D'ailleurs, ouais. si vous écoutez bientôt à table en ce moment, vous likez notre émission, vous partagez sur vos réseaux sociaux et on va faire une communauté de gourmands Voilà. mondiale. Moi, Hein quand on passe à plus de 15 000 likes sur la page Facebook, je pose topless. Les amis, là, je pense que c'est une offre qui ne peut évidemment pas se refuser. On aurait plus de likes avec Sophie. Oui, pas sûr, Alors là- en même temps pas sûr. Je vous laisse la paternité de ce que Alors, vous dites. une question de Jérôme qui voudrait savoir, il va aller chez le fromager tout à l'heure, il ne dit pas où il ira. Est-ce qu'il y a un fromage coup de cœur affiné à la bière qu'il doit absolument aller découvrir? Julien Hazard. Bien, moi, ce que j'aime bien, c'est un fromage qui est produit en Belgique par la fromagerie du Troufleur à Wem. Oui, on en a déjà parlé. Ah, oui. Et Madame Ledur, Françoise Ledur qui produit ça. Toujours au lait cru, fromage à pâte molle. Elle produit uniquement avec du lait de vache de race Montbéliarde. Donc c'est vraiment des belles vaches qui donnent du bon lait. Et elle fait plusieurs fromages affinés à la bière. Il y a le petit fagnou, le plateau des fagnes, l'ovifa. Moi j'aime beaucoup le plateau des fagnes. C'est un fromage qui ressemble un petit peu au Munster. C'est un format 800 grammes. C'est aussi une croûte lavée. C'est aussi une croûte lavée. D'accord. Et ça donne vraiment une belle texture. Elle a vraiment bien trouvé le mélange entre ce côté puissant, type Munster, et puis une finesse en pâte. C'est vraiment un très très beau fromage. Voilà, c'est à noter. Donc, allez découvrir ces productions. Et puis, il va faire un petit peu frisquet là, les prochains jours. Un petit peu gris. Donc, c'est vraiment le temps idéal, en fait, pour un bon plateau fromage. On peut associer le plateau, un plateau fromage normal avec un fromage affiné à la bière. Au niveau goût, il ne va pas y avoir Non, c'est très bien. Moi, je trouve que accorder des plateaux de fromage avec des bières, c'est parfois plus facile qu'avec du vin. En D'accord. plus. Voilà. Oui. L'accord fromage-bière, c'est tellement Ça marche bien. Et en plus, c'est moins alcoolisé. Sauf le coup de massue là, que tu viens de nous servir. Mais c'est surtout, ça rince le palais. Ouais. Le gaz carbonique de la bière va vraiment mieux rincer le palais que le vin. Trop bien. On retrouve des arômes plus spécifiques, l'amertume, la douceur, qu'on va pouvoir mieux calibrer avec les fromages. Moi, je suis vraiment partant pour faire des soirées dégustation fromage et bière. Eh bien, c'est voilà. Magnifique. Allez, retrouvez vos fromagers affineurs de vos villages, de vos villes, de vos quartiers, allez-y. Ces hommes-là ont envie de faire découvrir leur passion et des productions magnifiques et souvent méconnues. C'est à faire, pourquoi pas ce week-end, c'est le début des vacances aussi. Oui. Sinon, on va aller faire un petit tour du côté de la Louvière et découvrir toutes les bières que nous propose David Sourz. Voilà, je pense qu'il y aura de quoi se faire du bien aux papilles. Hein, Vous allez sur Facebook, vous tapez Beer Market et vous voilà, aurez toutes les infos voilà, et Carlo, les photos. on se retrouve la semaine prochaine, une spéciale chef avec un grand chef, Pascal de Valkener, qui viendra nous parler de grands classiques de notre cuisine, notamment du pot-au-feu. On parlera aussi de scampi, parce qu'en la matière, il y a du bon et du moins bon. Et déjà, il faut savoir de quoi on parle. Et nous irons zioter du côté d'un distillateur à Serein. On boira peut-être de l'absinthe à 11h du matin. C'est autorisé maintenant. Ben voilà, après la bière de l'absinthe, c'est ça aussi, la première, tous les samedis 11h à suivre. Modération. La météo, les infos transversales, les amis, je vous souhaite une très très belle journée gourmande et un très très bon début de vacances. Prudence si vous allez skier, prudence sur les routes, mais soyez évidemment plus que jamais gourmands. À bientôt les amis. Bientôt à table, le bonheur est à table.